Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qu'il me soit permis, au nom de Bertrand Hall et de toute l'équipe de cette émission spéciale, de vous souhaiter une très bonne année 1998 et bienvenue à cette rétrospective F1 1997. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau, mon cher Bertrand. Merci bien. Pour faire cette rétrospective d'une année qui, je pense, on peut le dire sans trop se tromper, Bertrand, va rester à jamais ancrée dans nos mémoires. Une année mémorable, une année pas seulement de championnat pour Jacques Villeneuve, mais une année aussi qui a connu tellement de moments dramatiques à chacune des étapes. Bref, une année de F1 pas vraiment comme les autres. Hein? Oui, un peu un script digne d'Hollywood. On a vu des pénalités qu'on n'en avait jamais vues. On a vu du travail d'équipe entre coéquipiers en Formule 1, ce qu'on n'avait pas vraiment vu récemment. Course à suspense. Malheureusement, les deux protagonistes, Villeneuve et Schumacher, ne se sont pas nécessairement beaucoup rencontrés sur la piste roue contre roue. Mais quand c'est arrivé, oh là là, on a eu tout un spectacle. Ça a été une fois, mais une fois évidemment déterminante. Si on revenait un petit peu en début de saison, Bertrand, faisons d'abord la mise en scène de cette saison 97. Jacques Villeneuve, évidemment, avec le transfert de Damon Hill vers Arrows, devenait le favori, celui que tout le monde voyait comme champion du monde. Il y avait donc une pression énorme avant même les premiers tours de roue en Australie. Oui, d'autant que la presse disait que la Williams serait à nouveau la meilleure voiture du plateau. Je pense que ça a été le cas tout au long de la saison. Alors Villeneuve se devait de remporter ce titre et ça, c'est jamais facile quand on part dans cette position de grand favori. Il a quand même bien ouvert la saison. Il y a eu toutes sortes de bouleversements par la suite. Ce qui était un peu surprenant, c'est que même s'il était le leader de l'équipe naturelle, on lui a quand même mis Frentzen dans les pattes. On l'a contesté un peu au niveau des réglages, encore une fois. Donc, tout s'annonçait bien pour Villeneuve, mais il a dû énormément travailler. Oui, et puis, ce qu'il y avait également, Bertrand, de remarquable, c'est qu'il était difficile d'établir la véritable qualité de la Williams en essai pré-saison. Ces essais pré-saison avaient surtout été, je pense en tout cas, favorables pour Ferrari. On se disait, bon, alors Michael Schumacher chez Ferrari va donc, avec quelques victoires peut-être inattendues l'année avant, va enfin offrir à Jacques une rivalité de premier ordre, tellement que certains l'avaient déjà étiqueté comme champion du monde en 97. Ouais, Ferrari, l'homme à la demi-seconde, celui qui va plus vite que tout le monde, celui qui peut amener une écurie derrière lui, sauf qu'on a peut-être souffert un peu chez Ferrari. Il y a eu un changement de garde entre John Bernard et les anciens de chez Benetton, les anciens ingénieurs de chez Benetton qui sont arrivés chez Ferrari en cours de saison. Exact. Donc ça n'a pas été parfait à ce niveau-là, sauf qu'on n'a tellement progressé et on sent cet élan là depuis que Schumacher est chez Ferrari. Il traîne toute l'équipe derrière lui, tout est vers lui, tout est fait pour lui, c'est sa voiture, le coéquipier travaille pour lui, les ingénieurs travaillent pour lui, tout le monde l'écoute. Lui, il était vraiment dans une position où tout le monde l'écoutait, où on le chouchoutait, contrairement à Villeneuve qui souvent était un peu en opposition avec les membres de son écurie. Bon, le rival, donc, c'était Schumacher, c'était bien identifié. Au sein de l'écurie Williams, maintenant, il y avait à la fois un coéquipier et un rival nouveau pour Jacques Villeneuve, H2F, comme on le surnomme, Heinz-Harald Frentzen. On disait de lui, Bertrand, enfin, un pilote brillant, surdoué, et enfin, il aura un bon volant pour se faire justice. C'est ce qu'on attendait de Frentzen. On le disait aussi vite que Schumacher en Formule 3, on le disait aussi vite que Schumacher en sport prototype, quoiqu'ils ne se sont pas vraiment affrontés en sport prototype. Beaucoup d'espoir sur Schumacher, sur Frentzen, pardon. Et ça n'a pas été facile, cette adaptation chez Williams. Quelle écurie difficile. Dès les premiers Grands Prix, on le remettait en cause, comme on avait fait avec Villeneuve la saison précédente, il ne faut pas l'oublier. Frentzen a eu de la difficulté à prendre sa place, à s'imposer, à s'adapter au style de travail chez Williams. Mais il s'est bien racheté dans la deuxième moitié de la saison, comme on le verra un petit peu plus tard. Et évidemment, Crazy Eddie. Eddie Irvine, c'était le retour pour lui. On avait tardé à confirmer son retour, tu te rappelles, Bertrand, dans l'année 96. Finalement, c'est un petit peu, de façon un petit peu mitigée, peut-être qu'il s'amenait comme coéquipier de Schumacher pour une deuxième année de suite chez Ferrari. On avait eu toutes sortes de rumeurs. Hein? Schumacher a dit « J'aimerais bien avoir un certain Coulthard, moi, à côté de moi, ça pourrait m'aider. » Irvine souvent n'a pas été dans le coup. Je pense qu'il s'est rendu compte de plus en plus du niveau de travail que Schumacher mettait là-dedans. L'année précédente, Irvine s'était dit « Moi, je m'amusais sur des plages, j'avais beaucoup de plaisir à faire de la Formule 1. » Il s'est rendu compte en 97, il a un petit peu haussé son niveau de travail pour aller aider Schumacher. Ça n'a pas toujours été le cas. Il partait souvent bien loin derrière son coéquipier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors voilà donc, c'était les 4 principaux protagonistes de cette saison. Et avant le début de la saison, évidemment, les incontournables preneurs au livre s'étaient prononcés. Oui, c'était surtout les Britanniques, on sait qu'ils sont très forts là-dessus. Alors Villeneuve partait donc grand favori, mais Schumacher, par sa qualité de pilote, était vraiment considéré comme le deuxième. Frentzen, avec sa réputation, on le voyait là,
Évidemment, Benetton et les Iberians, on attendait de grandes choses de cette écurie. Je pense qu'il y a eu un bouleversement au niveau des écuries. Benetton a peut-être perdu et certains ont remonté comme Jordan, finalement. On l'attendait depuis quelques années. Ben, exactement. En fait, Bertrand, on a campé les 4 principaux personnages de cette grande pièce de théâtre, mais il y a aussi d'excellents acteurs de soutien qui se sont glissés en cours de saison. Et si vous le voulez bien, le temps d'une courte pause, au retour, nous allons revivre ensemble la première portion de cette saison 1997 en vous rappelant que notre annuel 97 RDS Formule 1 est toujours en vente, il est bien fait, de bonne qualité et ça fait toujours un excellent cadeau pour le nouvel an. On commence par la carte de Wayne Gretzky. Vous m'offrez quoi? 2 recrues. C'est tout? Qui dit mieux? J'offre toutes les cartes de gardien de but. Come on! 2 recrues, toutes mes cartes de gardien de but et ma carte film du match. Let's parle! Collectionnez les cartes de hockey de McDonald's. 59 cents de paquet 3 à l'achat d'une frite. À gagner des milliers de prix autographiés. Et maintenant, un chandail autographié par Wayne Gretzky. Je garde les épaulettes. Après avoir conquis le monde, que peut bien vouloir Jacques Villeneuve? Tester un nouveau moteur, aller en piste, rencontrer d'autres pilotes ou mettre son casque et faire du karting? Voici votre chance de suivre Jacques Villeneuve sur une piste de karting lors du 5e Elfmaster Karting. Vous croyez que c'est une blague? Pas pour tous ces pilotes de Formule 1 et IndyCar qui y participent. Soyez présents pour une soirée des plus agréables ce vendredi dès 19h30, seulement sur votre poste préféré, RDS. Regardez les matchs de la NFL à RDS et vous pourriez vous envoler vers le soleil de la Californie pour assister au Super Bowl à San Diego le 25 janvier prochain. Entre le 20 décembre et le 4 janvier, lors des matchs de la NFL à RDS, identifiez le héros mystère. À gagner, un voyage pour 2 comprenant avion, hôtel pour une semaine à San Diego, 2 billets pour assister au Super Bowl et 1000 $ américains en argent de poche. De plus, GMC vous offre l'utilisation de pick-up Sierra pour la durée de votre séjour. Ne manquez pas le football de la NFL sur les ondes de RDS. Amateurs de hockey, RDS répond à vos besoins avec la Ligue en question. En compagnie de nos experts, on vous met au courant des dossiers chauds de la Ligue nationale. Des statistiques, des analyses et des reportages signés Sylvain Pedneau. De retour d'un voyage parfait dans l'Ouest et fort... Sans oublier les nouvelles de vos glorieux. Bertrand Raymond, Pierre Bouchard, Marc Simoneau et votre hôte Pierre Houde vous attendent à la Ligue en question, samedi 19h à RDS. Voici nos cadeaux pour janvier 98. Des matchs des Sénateurs, du Canadien et des Rafales. Du ski de partout, dans tous les sens. Des frappes solides qui marquent le coup. Les plus grandes vedettes du tennis et de la PGA. Une visite dans les coulisses de Benetton et un 32e Super Bowl pour couronner le tout. La bonne année commence à RDS où le sport est sans limite. Alors Bertrand, premier Grand Prix de la saison 97, celui d'Australie, sur le circuit urbain de Melbourne. Et on ne peut pas dire que Jacques Villeneuve a mis beaucoup de temps à rassurer tous ceux qui pouvaient encore douter de son talent, puisque dès la séance de qualification du samedi, Jacques a réussi un tour absolument extraordinaire par rapport aux autres concurrents. Pour quelqu'un qui n'aime pas les circuits urbains, quelle belle surprise, lui qui avait déjà eu la pole l'année précédente sur ce circuit. Alors regardez, c'était le 3e plus grand écart en qualification depuis 10 ans et c'est Mansell qui avait réussi ça l'année qu'il était d'ailleurs chez Williams. Quelle domination! Alors regardez cet écart. Le problème, c'est que chez Williams, on a peut-être été trop confiant à partir de ce moment-là sur les possibilités de la voiture. Absolument. Et tu avais raison sur le fait qu'il a répliqué Bertrand en Australie parce que dès sa première saison recrue, il avait obtenu la pole à son premier Grand Prix. Alors l'écart donc était absolument incroyable, particulièrement sur Michael Schumacher. Ouais. Par rapport à Frentzen, c'était déjà un point de comparaison. Mais par rapport à Schumacher, ça laissait des gens bien sceptiques sur la qualité de la lutte entre les deux qu'on allait avoir au cours de la saison 97. Quoi qu'il en soit, dès le départ, c'est la consternation. Il y a déjà un dénouement de très grande importance qui survient. D'abord, Villeneuve qui rate encore son départ et déjà un premier contact avec Eddie Irvine. Ouais, c'est assez simple à voir. On a vu Irvine arriver, vraiment les 4 roues bloquées. On a vu toute la fumée qui s'échappait de ses pneus. Alors, regardez donc à la reprise, vous allez voir Irvine qui arrive sans jamais ralentir, va s'appuyer sur Villeneuve qui lui va frapper le malheureux Herbert. Vraiment, drapeau, on en a parlé, drapeau jaune, drapeau rouge à Irvine pour ce départ.
Alors évidemment, les gens se sont dit, avec l'exclusion de Jacques Villeneuve, l'autre conséquence la plus normale, la plus naturelle, c'est une victoire de Heinz-Harald Frentzen. Et Frentzen va allègrement vers la victoire jusqu'à ce qu'il soit victime de ce dont on est témoin présentement. Sauf qu'on a su plus tard que Frentzen avait laissé son pied sur la pédale de frein, ce qui avait causé ses ennuis. Les freins avaient surchauffé, ça avait fini par casser. Alors, cette période d'adaptation là chez Williams, on en voyait déjà les mauvais côtés. Donc, Frentzen, mauvaise habitude, laisser son pied légèrement sur la pédale de frein, ça a causé son abandon. Et certains diront peut-être par la porte arrière, mais quand même, c'était conséquence de cet incident. Une porte qui s'ouvrait toute grande pour une écurie qu'on n'avait pas vue depuis longtemps sur les plus hautes marches du podium, l'écurie McLaren. Et peut-être celui des deux qu'on attendait le moins sur la plus haute marche, David Coulthard. David Coulthard, qui avait fait ses débuts chez Williams, s'était retrouvé chez McLaren un peu, effectivement, par le pas d'en arrière. On attendait plus Hakkinen. Enfin une victoire, on n'avait pas vu ça depuis Senna, fin 93. Imaginez pour cette grande équipe de Formule 1. Et ce qui allait être évidemment une marque de commerce pour Schumacher jusqu'à la fin de la saison, Bertrand. Il ne termine pas premier, n'était peut-être pas tout à fait dans le coup, mais il rallie l'arrivée. Ça, c'est bien important. Et en deuxième position, c'était donc déjà dès le départ, Schumacher 6, Jacques Villeneuve 0. Dans cette grande lutte au sommet qui venait de connaître le dénouement de sa toute première manche en saison 97. Et bien là, le grand cirque se déplaçait vers l'Amérique du Sud, à Interlagos, Grand Prix du Brésil, sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est l'un des quelques circuits seulement en saison où cela se produit. Alors là, donc, c'était l'occasion pour Jacques Villeneuve de prouver à tous qu'il n'avait été victime que de malchance. Alors, il part de la première position tête, mais Schumacher l'attaque dès le premier virage. Et Villeneuve, forcé vers l'extérieur, passe carrément dans le gazon. Frentzen fait de même derrière lui. Et Villeneuve tombe 7e. Ça part très mal ce Grand Prix pour lui. Heureusement, il va avoir un petit peu d'aide, puisque sur la grille, il y a Rubens Barrichello qui, lui, a calé son moteur, n'a pu s'élancer. Et on va être obligé d'interrompre cette épreuve et de tout relancer. Alors, Villeneuve, très chanceux. Se demande même s'il n'aurait pas pu endommager sa voiture en passant dans le bac à gravier et dans le gazon. On voit ici Barrichello donc immobilisé sur la grille. Sa voiture, on ne peut même pas la pousser, donc il faut interrompre cette épreuve drapeau rouge. Parce que le moindrement, Bertrand, où on aurait pu pousser la voiture vers l'extérieur, la course se serait poursuivie. Donc, deuxième départ. On recommence. Scénario à peu près identique. Oui, regardez, là, c'est encore plus facile pour Schumacher qui arrive seul dans le premier virage. Villeneuve deuxième, et c'est tout juste derrière avec une McLaren. Mais enfin, Schumacher, Villeneuve 1-2 pour le départ. Mais ça n'aura duré qu'un tour finalement. Oui, parce qu'on sait que Villeneuve, on connaît ses préférences de réglage, moins d'appui aérodynamique, meilleure vitesse de pointe en ligne droite. Il va facilement en profiter. On peut pas dire que c'était une bagarre là, entre Villeneuve et Schumacher, tellement c'était facile. Alors, moins d'aileron, Villeneuve l'attaque, tient son bout dans le virage et passe devant. Et ce sera facile pour lui par la suite. Vraiment une image tellement représentative, comme l'a dit Bertrand, de ce que préfère Jacques Villeneuve comme réglage. Et des dépassements comme on en a vu pas mal d'ailleurs lors de ces deux saisons en série Cars. Alors Villeneuve qui se dirige à une victoire facile. Et là, on se disait, ben voilà, les pendules sont remises à l'heure. Alors, malchanceux en Australie, mais chanceux là grâce à sa deuxième départ. Donc, il sauve la mise. Et voilà, la première victoire de l'année pour Jacques Villeneuve. Mais, encore une fois, comme en Australie, Michael Schumacher va ramener sa Ferrari à la ligne d'arrivée. Et lorsqu'il va recevoir le drapeau à damier, il aura à ce moment-là mis en poche la deuxième place de cette épreuve. Et superbe performance pour l'écurie d'Alain Prost lors de ce Grand Prix. Alors donc, c'est 10-6 Jacques Villeneuve sur Michael Schumacher après deux courses. Toujours en Amérique du Sud, c'est le Grand Prix d'Argentine cette fois. Grand Prix d'Argentine, pas commode non plus, circuit peu orthodoxe, je pense qu'on peut dire comme ça, assez sinueux, pas très rapide, poussiéreux là aussi, alors donc plusieurs pièges pour les pilotes. Circuit type des années 90 peut-être. Absolument, oui. Et Villeneuve va y signer sa troisième pole consécutive. Et au départ, ben, ça va bien pour Villeneuve. Regardez là qui s'élance. C'est plutôt en arrière que ça va se bousculer un peu. Alors, regardez Villeneuve à bord de premier virage, facilement en tête pour une fois. Mais regardez derrière, Schumacher.
légère touchette avec Barrichello qui malheureusement va revenir sur Schumacher. Les voitures sont endommagées. Et le pauvre Schumacher, lui, va être obligé de sortir de sa voiture. Et ça va être l'abandon. Alors, regardez les voitures. Barrichello qui peut repartir. Mais Schumacher, voiture trop endommagée. On n'a pas arrêté la course, on n'a pu dégager. Alors, malheureusement pour Schumacher, on n'a pas pu bénéficier du même scénario qu'au Grand Prix précédent en faveur de Villeneuve. Parce qu'il croyait bien que ça allait être la même chose. Il est retourné en courant vers la ligne des puits, mais c'était inutile. Superbe lutte entre Villeneuve et Irvine par la suite et pendant plusieurs tours au cours de l'épreuve. Oui, toute la fin de l'épreuve. Et rappelez-vous que Villeneuve était incommodé par une grippe intestinale. On en avait beaucoup parlé. Il a monté sa force de caractère, je crois. Il est allé chercher vraiment à puiser ses forces jusqu'au bout pour résister à Eddie Irvine, qui n'est pas un client facile. S'il avait eu la moindre occasion, Irvine, il serait allé. On l'a vu en Australie. Oui. Alors Villeneuve qui résiste jusqu'à la toute fin. Et ce qu'il a voulu, cette victoire, et voilà. Il y en a certains qui disaient que Irvine a voulu être un peu plus prudent après ce qu'il a provoqué en Australie. Mais je pense que Jacques Villeneuve a d'abord et avant tout mérité cette victoire en résistant fort bien à la pression du pilote irlandais. C'était 20-6 en faveur de Jacques. Ça commençait à ressembler aux prédictions d'avant-saison. Hein? Après 3 courses. Malheureusement, d'ailleurs, les gens disaient « Ah, ça va être facile pour Jacques, regardez, déjà. » Mais... Et là, on s'en allait à Saint-Marin, Bertrand. Un circuit, là aussi, qui se déploie à sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à Saint-Marin, on le sait, et malheureusement, il y a déjà eu des tragédies également. C'est un Grand Prix jamais comme les autres. Regardez une voiture qu'on dégage, c'est celle de Nakano-Laprost. Et il y a des voitures, on est évidemment sous le drapeau jaune. Il y a des voitures qui ne vont pas ralentir. On est en séance de qualification. Et c'est là que toutes ces tribulations de Jacques Villeneuve avec les autorités vont commencer. Regardez, on va vous montrer ça au ralenti. Les voitures qui passent. Oups! C'était quoi ça, Pierre? Ça ressemblait à une Williams. Hein? Voyons là, voir au ralenti. On va ralentir encore plus. Oui, une Williams avec un casque jaune, rose et bleu. Les couleurs. Regardez, confirmation. C'est donc Jacques qui n'a pas ralenti en signant la pole à Saint-Marin. Alors évidemment, on lui a tapé sur les doigts déjà. Un Grand Prix de suspension avec sursis. Il a été sous observation pendant 2 Grands Prix. Alors déjà, ça commençait un peu, mais Villeneuve, donc, 4e pole consécutive. On commençait à parler du record absolu. Qu'est-ce que c'était? Ça va peut-être pas se dérouler comme je le voulais pour la suite de la saison. Alors, au départ, donc, vous apercevez les 2 Williams, 1 et 2. Et par la suite, il y avait Schumacher et Panis. Et regardez ce beau départ de Villeneuve qui se maintient, roue un petit peu de au freinage, mais il tenait absolument à aborder cette enfilade de S en tête. C'est fait. Il va mener les 25 premiers tours. Donc, jusqu'aux premiers arrêts, jusqu'aux premières séquences. Ici, ça joue assez serré avec Frenzen. Belle bagarre. Absolument une superbe bataille. Sauf que Jacques, il va se faire bloquer. Regardez, il a perdu du temps derrière Salo. Il a perdu du temps derrière Katayama. Alors, ça, une seconde perdue ici, une seconde perdue là. Lorsque ça s'additionne, il entre premier au puits. Mais quand il va ressortir, il ne sera que 3e. Tout s'est joué à ce moment-là. Jacques a peut-être un peu trop attendu. Et ça, à nouveau, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au cours de l'année. La stratégie des aéropuits de l'écurie Williams. Donc, Jacques va ressortir seulement 3e. Et les arrêts, Bertrand, s'ils n'étaient pas catastrophiques, étaient souvent moyens, ordinaires. On aurait pu de temps en temps gagner une seconde par-ci, une seconde par-là chez Williams, ce qu'on n'a pas réussi à faire vraiment au cours de l'année. Villeneuve qui, une fois ressorti 3e, est resté à cette position. Frenzen roulait devant, Schumacher roulait entre les 2 Williams. Et regardez Jacques qui hoche la tête, c'est très long, très long. Et c'est là qu'on s'est rendu compte finalement de ce problème de boîte de vitesse, Bertrand, qui a exclu Jacques Villeneuve de ce Grand Prix de Saint-Marin. C'était un capteur, hein? Oui. C'est pas la boîte mécaniquement comme telle. Et qui en a profité? Heinz-Harald Frenzen, pour qui c'était une première victoire extrêmement importante. Ça a été très serré devant Schumacher, mais finalement, c'était pour lui une superbe prestation pour Frenzen. Ça enlevait beaucoup de pression. Et les 2 Ferrari, Schumacher et Irvine, terminaient 2 et 3. C'était donc 20-14 après 4 Grands Prix en faveur de Jacques Villeneuve. Et ce sera le seul abandon sur brille mécanique de Villeneuve en 97. Bien fait de le souligner, Bertrand. Alors voilà, on va faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants à cette rétrospective Formule 1 1997.
Le réseau des sports vous présente l'annuel 1997 RDS Formule 1. Une rétrospective des moments inoubliables de chaque Grand Prix, plus un clin d'œil sur chacune des écuries et leurs pilotes. Près de 200 pages couleurs, des photos inédites et des reportages de premier choix. Bref, une véritable incursion dans les coulisses de la Formule 1, précédée d'un éditorial de Pierre Houd. Un cadeau parfait d'une remarquable qualité et à prix populaire. L'annuel 1997 RDS Formule 1, disponible dès maintenant dans la plupart des kiosques et journaux. Le football Budweiser de la NFL. Laissez-vous transporter par l'action des finales de division, samedi 16h à RDS. Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0% de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Taurus, Sable, et 0% sur les Windstar et série F 1998. 0% de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracassante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Avant qu'elle ne se transforme en raz-de-marée, la vague d'origine sismique... À RDS, vivez l'action mur à mur. Voyez les Canadiens et les sénateurs se frotter au meilleur de la Ligue nationale. De plus, on vous implique au cœur de l'émission avec nos animateurs et vos joueurs préférés. 100% hockey, 100% sport. Philadelphie contre Ottawa et Montréal contre Vancouver, samedi soir dès 19h30 au Réseau des sports. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour aimer le goût de jus fraîchement pressé du jus d'orange concentré congelé premium de McCain. McCain met le jus concentré de 14 oranges de toute première qualité dans chaque boîte, du jus pur à 100%. Il est aussi offert en 3 variétés d'oranges nourrissantes et rafraîchissantes que toute votre famille aimera. Buvons au bonheur, à la vie et à la famille avec McCain. Williams a été la première écurie à tester une Formule 1 en configuration 98. C'était à la mi-avril entre l'Argentine et Saint-Marin. Peut-être qu'on a fait ça trop tôt, puis on a peut-être mis trop d'énergie vers 98, pas assez pour développer la voiture 97. En tout cas, à Monaco, Bertrand, ça a été littéralement la catastrophe pour l'écurie Williams. Un Grand Prix dont on parle encore aujourd'hui, tellement que nous allons le disséquer vraiment de façon très précise pour bien revivre ensemble les différentes étapes d'erreurs, je pense qu'on peut le dire, pour Williams et de bonnes stratégies chez Ferrari. Entre-temps, cependant, c'était une autre pole pour Williams, mais c'était Frentzen cette fois, fort de sa première victoire à Saint-Marin. Alors, le départ. Donc, le ciel est gris. On se demande qu'est-ce qui va se passer. 30 minutes avant le départ, on vous rappelle la procédure en Formule 1. Les voitures ont droit à entrer en piste et aller se placer sur la grille. Alors, les voitures commencent à sortir. Vous voyez Villeneuve qui passe à 28 minutes avant le départ. Villeneuve qui, lui, va aller se placer sur la grille. Ça, c'est Villeneuve. C'est son style. Il va se placer très tôt et il reste dans sa voiture. Regardez Schumacher. 27 minutes avant le départ, lui, ça va dans les puits. Villeneuve, assis dans sa voiture, n'en sort jamais. Parce qu'il faut dire, Bertrand, que la ligne des puits est ouverte. Les voitures peuvent retourner en piste jusqu'à 15 minutes. Oui. Et 20 minutes avant le départ, ceux qui regardaient les moniteurs pouvaient voir que la pluie commençait à tomber, les voitures glissaient. Schumacher, dans sa voiture, 19 minutes avant le départ, Villeneuve, lui, est toujours là. Et lorsque Patrick Head accuse Villeneuve de ne pas participer au processus de décision, il a tort d'après moi, parce qu'il sait que son pilote aime rester dans sa voiture concentrée. Alors que Schum, lui, regardez. Décision immédiate et instantanée. On change de voiture, celle qui est prête pour la pluie. Pour la pluie, exactement, avec les réglages pluie. Pas seulement des pneus pour la pluie, mais des réglages pour la pluie. Villeneuve, lui, toujours assis dans sa voiture, on ne s'aperçoit de rien. Regardez, les autres voitures n'ont pas de pneus. Hein. On hésite d'ailleurs, c'est ça. Regardez, pas de pneus. On attend. Chez Williams, on a même dit qu'on ne voyait pas la pluie parce qu'on était en dessous des arbres. C'est pas très sérieux, une écurie de ce haut niveau. Regardez Schumacher qui va se placer finalement sur la grille. 15 minutes avant, c'est en limite pour sortir des puits. Alors, il a attendu vraiment d'aller se placer. Alors, on fait même des changements sur sa voiture encore, aileron arrière avec plus d'appui parce qu'évidemment, lorsqu'il va pleuvoir, on a besoin de plus d'appui aérodynamique à l'arrière. Donc, on modifie encore sa voiture 11 minutes avant le départ. Il faut être calme, il faut savoir ce qu'on fait. Et regardez, 5 minutes avant le départ, c'est l'heure limite pour se décider pour les pneus. Et chez Benetton, on vient de se décider, on y va avec des pneus de pluie, alors que chez Williams,
On n'a jamais changé sa décision. On est parti avec des pneus lisses sur une piste de plus en plus détrempée. Ça va ruiner la course des deux pilotes de Villeneuve et Frentzen. Alors donc, je vous rappelle qu'en pôle, c'est Heinz-Harald de Frentzen. Il a Jacques Villeneuve derrière lui en 3e position. Et regardez comment c'est déjà pénible dès le départ. Ouais. On savait dès ce moment chez Williams qu'on avait vraiment, mais alors là, très mal géré la situation, Bertrand. On a bien tenté de récupérer, mais trop tard. Toute la séquence d'arrêt au puits par la suite, toute la gestion de la crise par la suite, c'est vraiment mal faite. Villeneuve qui finalement va taper un rail. Évidemment, sa voiture glisse énormément. Taper un rail et Schumacher qui doit rire dans son casque va le dépasser facilement. C'en est terminé pour Villeneuve. Abandon dans les puits d'arrière est touché, suspension est touchée. Parce qu'il faut dire que non seulement Schumacher a pris la bonne décision, mais il a dominé de façon incroyable. Il a gagné au temps limite. On a donc été à la limite de 2 heures. Il a reçu le drapeau à damier. Et comme l'a dit Bertrand, c'était une victoire vraiment savoureuse, celle-là, parce qu'elle avait été arrachée vraiment de façon brillante par Schumacher et par son équipe. C'était donc 24-20 en faveur de Schumacher après le Grand Prix de Monaco. En Espagne maintenant, circuit de Barcelone, circuit de Catalunya, circuit que connaît très bien Jacques Villeneuve et l'écurie Williams parce qu'on y teste souvent la voiture. Eh bien, c'était encore 1 et 2 en pôle, mais regardez du haut désert, départ canon pour Coulthard qui va très large à la droite pour tenter de s'emparer de la première position au premier virage. Et Michael Schumacher, comme par miracle, parti 7e, va se retrouver 3e au premier virage. Quel départ spectaculaire! Par la suite, cependant, la course allait être vraiment dominée par l'écurie Williams et surtout par une stratégie d'arrêt au puits qui, pour une fois, a aidé l'équipe de Jacques. Oui, en fait, Schumacher partait pour 2 arrêts, mais il a bouffé ses pneus et a dû en faire 3, alors que Villeneuve a très bien géré l'usure de ses pneus. Ça, c'est vraiment un point positif sur le plan du pilotage et a facilement remporté ce Grand Prix. Alors, c'est un Grand Prix qu'on attendait chez Williams pour relancer de plus belle la course au championnat. C'est ce qui s'est passé. C'était 30-27 en s'amenant au Canada, à Montréal, au circuit Gilles Villeneuve. Il faut dire que la semaine précédente a été stressante pour Jacques. On a dû le retourner à Paris, Bertrand. Oui, il a fait un aller-retour pour aller devant le Conseil mondial. S'expliquer sur ses déclarations sur les voitures en configuration 98. Il avait dit que c'était de la merde, on n'a pas tellement aimé. Il est allé s'excuser finalement et est revenu. Ça l'a peut-être dérangé plus qu'il n'a voulu l'avouer. Jacques Villeneuve qui a très bien fait en séance de qualification. Il avait la pole provisoire. Mais ça a été absolument spectaculaire. Hein, tu te rappelles, jusqu'à la toute fin, on se disait, ça y est, c'est dans la poche, il a la pole. On avait oublié celui-là. Il lui restait encore la possibilité de terminer ce tour-là. Un tour parfait. On a utilisé chaque centimètre du circuit. Regardez, les feux étaient déjà rouges. La séance était terminée, donc officiellement, pole pour Schumacher. Alors, départ de la course devant une foule extraordinaire, beaucoup de monde qui a pris à Villeneuve. On voyait beaucoup de drapeaux du Québec dans les estrades. Schumacher a gardé l'avantage au départ, évidemment. Et Villeneuve, sa stratégie, c'était de suivre et commencer à étudier un petit peu ce qui allait se passer. Petit accrochage en arrière avec encore Irvine, qui lui a ruiné la course de Hakkinen en arrachant son aileron. Évidemment, cette faute de concentration, je pense, de Jacques, qui prend techniquement mal son virage au 2e tour déjà et va taper le mur. Je pense que ça l'a plus fatigué qu'il n'a voulu l'avouer. Son voyage aller-retour à Paris. Gaffe qu'il a avoué, il n'a pas cherché d'excuses et ça, bravo le mea culpa était bien net. Bertrand, c'était dans la poche pour McLaren. C'est une 2e victoire assurée pour David Coulthard jusqu'à ce que, écoutez bien, on cale le moteur dans la Ligue des Puits. Mais ce n'était pas de sa faute. Ron Dennis a bien dit après. Il a vraiment voulu dire toute la vérité. C'est la voiture. Des ennuis techniques, des ennuis d'embrayage qui ont fait que Coulthard n'a pu repartir. Il a passé, je pense, une minute dans les puits. A tout perdu son avantage. Mais prenons ça en note. C'eût été une autre victoire McLaren. Et là, évidemment, ce fameux accident. Olivier Panis, dérobade de l'arrière de la voiture. On n'a jamais vraiment eu confirmation nette et franche. Est-ce que c'est un bris de suspension? Mais il semble que oui, finalement. Bref, il y a eu des moments inquiétants, je pense qu'on peut le dire comme ça pour Olivier Panis. Panis qui on a sorti de sa voiture, finalement fracture à la jambe. Alain Prost qui avait pris possession de l'écurie Ligier, regardez ça d'un œil inquiet évidemment. On a arrêté la course, la bonne procédure je pense, et qui en a profité, c'est Schumacher qui roulait en tête à ce moment-là. Et premier podium en carrière pour Giancarlo Fisichella.
Alors, c'était dans des circonstances un petit peu dramatiques, mais Fisichella a dit quand même, un premier podium, il y a matière à réjouissance et avec raison. C'était 37-30 en faveur de Schumacher sur Villeneuve au moment où les pilotes repartaient pour l'Europe et amorçaient le trio infernal. Le trio coup sur coup, France, Angleterre, Allemagne. Alors, on se demandait si Villeneuve allait pouvoir se remettre en selle, parce que c'était dur pour lui, ce Grand Prix du Canada. Chez lui, commettre une erreur de pilotage grossière, comme il a dit lui-même. Sauf qu'il a surpris tout le monde et je pense que ça n'a pas été un mauvais coup. Il est arrivé, les cheveux teint blond. Moi, je pense que c'était une très bonne idée de la part de Villeneuve. Pourquoi? On lui a pas parlé de son accident au Canada. Il a complètement attiré l'attention sur ce potin, disons. Exact. Voilà. En tout cas, Schumacher continuait sur sa lancée. Il avait obtenu la pole à Magny-Cours, Bertrand, et encore un départ absolument extraordinaire. Villeneuve partait 4e à ce Grand Prix de France. Oui, Schumacher qui a mené de fil en fil, une course pas facile. On sait qu'il a commencé à pleuvoir à un moment donné et Schumacher s'est montré très bon encore une fois lorsque les conditions étaient difficiles. Alors, Schumacher, vraiment le maître à Magny-Cours, personne n'a pu l'approcher à ce moment-là. Alors, on voit qu'il commence à se voir et c'est difficile. Il fallait choisir entre les pneus appui, les pneus lisses. Et tout le monde a dit, et en plus, quel esprit de famille. Il avait laissé passer son petit frère à la toute fin pour que son petit frère ne soit pas pénalisé d'avoir un tour de retard. Et le spectacle a été assuré par Villeneuve qui était derrière. Irvine a tout tenté pour aller le chercher. Tête à queue. Attention à garder le pied sur l'embrayage, n'a pas calé son moteur, a pu repartir et sauver sa place. Alors, Villeneuve qui était 4e en fin de course a réussi de justesse à conserver sa position. Il a quand même réussi à marquer 3 points, il faut le dire, Bertrand. Mais ce Grand Prix-là faisait en sorte que là, l'inquiétude était au maximum. Les gens disaient 14 points en faveur de Schumacher. Est-ce possible? Non seulement c'était possible, mais on commençait peut-être dramatiquement à travers le monde à changer d'allégeance pour établir le favori pour remporter le championnat. On se retrouvait donc à Silverstone sur le légendaire tracé ancien aéroport militaire. Silverstone, anciennement l'ultra rapide anneau de vitesse, qui en a perdu un petit peu, évidemment, depuis les accidents tragiques d'il y a quelques années. Quelle meilleure façon pour Villeneuve de remettre les pendules à l'heure que de décrocher la première position de départ et de la conserver jusqu'au premier virage. Il a un petit peu mis fin aux critiques rapidement. Oui, absolument. Mais il fallait le faire, Bertrand. Parce qu'après le Canada et la France, il fallait le faire de façon bien nette, bien évidente. Alors, problème donc qui amène la voiture de sécurité en piste. Oui, parce qu'il faut dire que Villeneuve avait mené facilement les premiers 22 tours. Alors, donc, voiture de sécurité qui entre en piste. Villeneuve qui doit suivre le rythme. Sauf que Villeneuve s'est peut-être un peu fait prendre par son expérience en IndyCar. Il a voulu faire cet effet, Pierre, que vous connaissez fort bien. L'effet élastique. L'effet élastique ou d'accordéon. Il ne laisse pas suffisant, il laisse trop, de distance entre lui et la voiture de sécurité. C'est contre le règlement. On va encore lui taper sur les mains. Ça sera pas trop grave, cependant. Mais, encore une fois, Villeneuve et les législateurs de la Formule 1, un petit peu de difficulté. Mais quel bel envol quand même de Villeneuve. Il n'avait pas su apprendre à ça, lui, une relance de course. Non, et de toute façon, il a invoqué, il n'y a pas eu de différence par la suite parce que les autres ont réussi à suivre. Pierre, vous en avez parlé, des ennuis, des arrêts au puits chez Williams. Encore une fois, une roue mal fixée. Il a eu beaucoup de difficultés à la changer. Regardez cet arrêt qui dure très, très longtemps. Villeneuve qui était premier, qui va repartir 7e seulement. C'est typique au Williams, ces ennuis de roue. Hein? Oui. Ça fait des années. Moi, je me souviens même de Mansell qui avait eu des ennuis de roue. Alors, beaucoup de difficultés. Ça va complètement gâcher sa course, évidemment. Alors, regardez toutes les difficultés du monde. Oui, et là, on en pouvait entendre, évidemment, des critiques absolument acerbes à l'endroit de l'écurie. Alors, le meneur, c'est Michael Schumacher. Regardez. Heureusement pour Jacques, ennui, roulement à billes dans la roue arrière gauche. Ce sera l'abandon pour Schumacher. Lui aussi, un seul abandon sur bris mécanique durant la saison. Bravo aux écuries Williams et Ferrari. Alors, ça, c'est le moment clé, Bertrand, de cette épreuve. Prenez en note, c'eût été une autre victoire McLaren en Angleterre, mais le Mercedes, comme on a vu souvent cette année, en constante évolution, peut-être trop rapide, a encore rendu là. Et qui en profite, c'est Villeneuve. Alors, il n'a pas trop souffert de cet arrêt au puits catastrophique. Et il remporte la victoire en Angleterre. Et attention, sur le podium, sur la 3e marche, Alexander Wurz, retenez ce nom également pour les années à venir chez Benetton. Allez-y, terminait 2e. C'était donc, après l'Angleterre, 47-43 en faveur de Michael Schumacher à la mi-saison
la course au championnat était relancée de plus belle et était on ne peut plus serrée. Nous serons de retour dans quelques instants. Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0% de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Taurus, Sable, et 0% sur les Windstar et série F 1998. 0% de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracassante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Après avoir conquis le monde, que peut bien vouloir Jacques Villeneuve? Tester un nouveau moteur, aller en piste, rencontrer d'autres pilotes ou mettre son casque et faire du karting? Voici votre chance de suivre Jacques Villeneuve sur une piste de karting lors du 5e Elfmaster Karting. Vous croyez que c'est une blague? Pas pour tous ces pilotes de Formule 1 et IndyCar qui y participent. Soyez présents pour une soirée des plus agréables ce vendredi dès 19h30, seulement sur votre poste préféré, RDS. Il parle jamais de ses cheveux, mais je sais que ça le tracasse. Il s'examine souvent dans le miroir. C'est pour ça qu'il sert du shampoing revitalisant Pantene Pro V. Il dit que ça l'aide à garder ses cheveux vigoureux. La formule de Provitamine pénètre de la racine à la pointe et les revitalisants embellissent les cheveux. Ça les aide à garder leur allure brillante et forte. Moi, je vois une différence maintenant. Lui aussi. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Amateurs de soccer, voici votre émission, Génération Soccer. Chaque samedi, suivez les exploits de vos équipes et de vos joueurs préférés. Et pour vous mettre dans le bain de la prochaine Coupe du monde de soccer, on vous montre les faits saillants de la dernière semaine. Des jeux spectaculaires, des buts à vous couper le souffle. Un véritable tour du monde. Génération Soccer vous offre des bilans remplis d'informations exclusives. Génération Soccer, le samedi à 8h30. Amateurs de hockey, RDS répond à vos besoins avec la Ligue en question. En compagnie de nos experts, on vous met au courant des dossiers chauds de la Ligue nationale. Des statistiques, des analyses et des reportages signés Sylvain Pedneau. De retour d'un voyage parfait dans l'Ouest et fort... Sans oublier les nouvelles de vos glorieux. Bertrand Raymond, Pierre Bouchard, Marc Simoneau et votre hôte Pierre Houde vous attendent à la Ligue en question, samedi 19h à RDS. Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne sur le circuit d'Hockenheim, l'ultra rapide Hockenheim. L'histoire en qualification, Bertrand, et même l'histoire du week-end, Gerhard Berger, il revient à la compétition après cette convalescence, opération au sinus, le décès tragique de son père dans un accident d'avion. Voilà que Gerhard Berger, contre toute attente, signe la pole position. Pour Jacques Villeneuve, cependant, c'était un peu plus laborieux dès le départ en qualif. Seulement le 9e, le point le plus bas de la saison selon Patrick Head, le directeur technique de l'écurie Williams. Pourquoi? Je pense qu'on n'a pas fait de développement chez Williams, contrairement à Ferrari où on a eu un châssis allégé, un aileron avant flexible, un accélérateur électronique, etc. Alors on a payé pour et Villeneuve a dû tenter de compenser par un pilotage agressif. Il s'est fait passer par Trouillet, a tenté de reprendre sa position, parti en tête à queue. Sa deuxième erreur de pilotage de la saison. Michael Schumacher qui évidemment courait devant ses partisans, mais on aime bien Gerhard Berger aussi en Allemagne évidemment. Alors Schumacher qui se campe en deuxième position, mais quelle victoire sympathique, unanimement. Tout le monde se doutait un peu, Bertrand, que ça allait être la dernière année en F1 de Gerhard Berger, et tout le monde a tellement apprécié cette victoire, sauf que dans notre lutte à deux, c'était 6 points de plus pour Michael Schumacher, qui en avait 10 d'avance maintenant sur Jacques Villeneuve. Et on se déplace maintenant sur Hungaroring, ce circuit de Hongrie, pas tellement rapide que plusieurs médisaient jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais qui nous donne de plus en plus un grand spectacle lorsqu'on s'y retrouve, parce que ça nivelle pas mal toutes les voitures. C'était Schumacher et Villeneuve en pôle, mais l'histoire. Damon Hill, 3e place, Bertrand. Avec les deux Bridgestone, c'est ce qu'on voulait vous rappeler. Le petit nouveau en Formule 1, le fabricant japonais qui a frappé enfin un grand coup avec cette 3e place sur le grille pour Damon Hill. Au départ, cependant, c'est Schumacher qui s'envole le plus rapidement, tout juste devant Damon Hill, les deux vieux ennemis. Et Schumacher qui va amener les 10 premiers tours de cette épreuve. Mais attention,
C'est une histoire de gomme, ce Grand Prix-là, parce que Schumacher va les démolir assez rapidement. Il roule peut-être trop fort en début de course avec ses pneus Goodyear. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout le monde va commencer à dépasser, incluant Damon Hill. Ça a dû lui faire plaisir, hein? Ça a dû lui faire un énorme plaisir. Schumacher qui va couler au classement. Il le passe. Villeneuve va aller le passer. Tous ceux qui sont derrière aussi. Qui fait qu'on va se retrouver en fin de course avec Damon Hill et Jacques Villeneuve. Et quel moment cruel pour Damon Hill. Écoutez, il menait la course, il faut s'en rappeler. Jacques Villeneuve a même dû mettre 2 roues hors piste pour le dépasser. Problème pneumatique qui a bousillé la boîte de vitesse, l'alimentation également en carburant. Bref, Hill pénalisé de façon très grave, mais il rallie quand même l'arrivée, termine deuxième. Ça a été la deuxième grande conclusion sympathique après la victoire de Berger en Allemagne que cette deuxième place à Damon Hill. Jacques Villeneuve l'emportait. Schumacher ne marquait que 3 points. C'était donc 56-53 après la Hongrie. Belgique, Bertrand, les Ardennes, la température, évidemment, chute de 10 degrés ou monte de 10 degrés, mais le temps change de demi-heure en demi-heure, du beau au plus laid. C'est exactement ce qui se passait avant la course. Gros nuage noir, mais un petit coin de ciel bleu que, semble-t-il, seul Schumacher va apercevoir. Alors, évidemment, tout le monde est sur la grille. Il va y avoir une averse tout juste avant. Regardez, ciel mitoyen, hein? Et là, c'est l'averse avant le départ. Alors, on interrompt la procédure. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il pleut tellement. Et pour la télévision, entre autres, on ne veut pas trop retarder le départ. Et on va donner l'envoi de la course avec la voiture de sécurité devant. Et encore là, Schumacher qui a pris la bonne décision. Lui a observé le ciel, pas nécessairement trop concentré dans sa voiture. Il est parti avec les bons pneus. Et on va rouler beaucoup derrière la voiture de sécurité. Sauf que chez Ferrari, on s'est informé combien de tours on allait faire, alors que chez Williams, on ne s'est pas badré de ça. Et donc, ce qu'il faut remarquer, Bertrand, c'était les pneus à rainure donc, de pluie pour Villeneuve, mais les pneus de type intermédiaire pour Schumacher, qui, à mesure qu'on allait provoquer l'assèchement de la piste, allait lui donner une bien meilleure performance sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors, rapidement, Schumacher, regardez, est allé chercher Alesi avec les bons pneus, est allé chercher facilement Villeneuve. Il n'y a pas eu de bagarre là non plus, hein? Et Jacques a décidé de rentrer au puits contre l'avis de son écurie. Encore là, petite mésentente, des ennuis dans la stratégie. Et là, c'est pas normal. On passait à l'autre type d'intermédiaire. Regardez les rainures un peu plus larges, là. Et on a donc dû faire 2 arrêts au lieu d'1 parce qu'on est revenu au lisse par la suite peu de temps après. Donc, si Jacques avait attendu un petit peu plus longtemps, il serait directement passé au lisse, aurait sauvé un arrêt au puits, ce qui a coûté fort cher. Victoire de Schumacher. Ah, victoire qui relançait de plus belle la course et qui redonnait encore toutes sortes de matières à réflexion, à savoir qui allait dominer l'autre. Conclusion cependant importante, il y avait 11 points d'écart après la Belgique. Soulignons là-bas la belle deuxième position de Fisichella, donc qui remontait sur le podium après le Canada. Et Heinz-Harald Frentzen, on l'oublie, hein, mais petit à petit, Frentzen commence à accumuler les podiums depuis la mi-saison. C'était 66-55 en faveur de Schumacher. Et bien là, on s'en va évidemment dans le fief Ferrari, mais là où on ne déteste pas non plus le nom Villeneuve. Monza en Italie. Il y a encore des ennuis avec le pouvoir sportif pour Villeneuve. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il n'a pas respecté les drapeaux jaunes au warm-up avant la course. Un Grand Prix de suspension avec sursis, mise sous observation jusqu'au 4e Grand Prix de 98. Ça commence à être sérieux pour Villeneuve, ces infractions à répétition. Et en pôle, c'était Jean Alesi. Imaginez un rare moment sous les réflecteurs pour le pilote avignonnais. Et Alesi partait avec Frentzen, Fisichella et Villeneuve par la suite. Et encore bagarre typique là, de Monza pour négocier la première chicane. Là où il y a eu tellement de drames dans le passé, mais cette fois, Irvine ne provoque pas de carambolage, Bertrand. Alors, tout allait se décider lors des arrêts au puits et Villeneuve s'est arrêté trop tôt. C'était le premier du groupe de meneurs à s'arrêter. Il ne s'est pas laissé assez de latitude pour jouer au niveau des ravitaillements. Et, parce qu'on s'est arrêté hors séquence, il faut dire. On n'avait prévu qu'un seul arrêt. Et ceux qui ont prolongé leur arrêt ont été les grands gagnants de cette stratégie. Oui, qui a gagné? C'est Coulthard, finalement, qui a réussi à dépasser le meneur Frentzen lors de la séquence d'arrêt au puits. Et Alesi, Coulthard avait choisi d'entrer en même temps qu'Alesi. On a été tout simplement un peu meilleur, un peu plus rapide chez McLaren que chez Benetton. Coulthard qui bénéficie de cette belle stratégie chez McLaren. Alors, meilleur moment pour s'arrêter par rapport à Frentzen et arrêt plus efficace par rapport à Alesi. Alors, faites le compte. Coulthard l'emporte en Italie. Ce pourrait être la 4e victoire de McLaren en saison 97.
sauf qu'il y a eu ces 2 abandons au Canada et en Angleterre pour Mika Häkkinen. Cependant, pour la course qui nous intéresse, Villeneuve marquait 2 points, Schumacher en marquait un seul. C'était 67-57 après Monza. Regardez les matchs de la NFL à RDS et vous pourriez vous envoler vers le soleil de la Californie pour assister au Super Bowl à San Diego le 25 janvier prochain. Entre le 20 décembre et le 4 janvier, lors des matchs de la NFL à RDS, identifiez le héros mystère. À gagner, un voyage pour 2 comprenant avion, hôtel pour 1 semaine à San Diego, 2 billets pour assister au Super Bowl et 1000 $ américains en argent de poche. De plus, GMC vous offre l'utilisation de pick-up Sierra pour la durée de votre séjour. Ne manquez pas le football de la NFL sur les ondes de RDS. Voici nos cadeaux pour janvier 98. Des matchs des Sénateurs, du Canadien et des Rafales. Du ski de partout, dans tous les sens. Des frappes solides qui marquent le coup. Les plus grandes vedettes du tennis et de la PGA. Une visite dans les coulisses de Benetton et un 32e Super Bowl pour couronner le tout. La bonne année commence à RDS où le sport est sans limite. J'ai tellement fait des choses capotées. Bizarres. Et complètement sautées. Les gens me disent, coudonc Chantal, t'as peur de rien. Et pourtant oui, de ça, la caméra, parce qu'elle voit tout, même les pellicules. Mais je m'en fais plus depuis que j'ai changé pour Head & Shoulders. Il m'aide à venir à bout mes pellicules et regarder mes cheveux. Allez, approchez, ne soyez pas gênés. Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. À tel jeune, tu nous parles. Tu lui fais confiance, on le sait. C'est correct d'en parler. Je veux que tu saches qu'on est toujours là pour toi. 24 heures sur 24. Appelle si t'en as besoin. Après avoir conquis le monde, que peut bien vouloir Jacques Villeneuve? Tester un nouveau moteur, aller en piste, rencontrer d'autres pilotes ou mettre son casque et faire du karting? Voici votre chance de suivre Jacques Villeneuve sur une piste de karting lors du 5e Elfmaster Karting. Vous croyez que c'est une blague? Pas pour tous ces pilotes de Formule 1 et IndyCar qui y participent. Soyez présents pour une soirée des plus agréables ce vendredi dès 19h30, seulement sur votre poste préféré, RDS. La F1 revenait en Autriche en 97 sur un circuit de Zeltweg, disons raccourci pour les circonstances, mais très spectaculaire. Ça nous a donné un superbe spectacle avec Jacques Villeneuve en pôle et Mika Häkkinen à sa droite au départ. Et superbe prestation pour Jarno Trulli qui partait 3e également. Et au départ, ce qu'on voyait, les voitures blanches de part et d'autre, Bertrand, les 2 voitures Stewart qui partaient 5e et 6e. Alors, quand on dit que ces petits circuits assez lents nivellent les forces, c'était le cas en Autriche. On a vu Villeneuve aussi tomber 3e et s'est rapidement repris. Il est allé chercher Barrichello au freinage. On revoit cette manœuvre. On n'en voit pas beaucoup en Formule 1. On aimerait ça plus souvent de belles manœuvres au freinage et Villeneuve qui s'en donne à cœur joie. Alors, facilement, on dépend de Barrichello. Et Trulli, oh, quelle surprise, se retrouve premier, mène ce Grand Prix. Encore là, facteur Bridgestone. Il y avait déjà eu un podium au 2e Grand Prix de la saison au Brésil pour Panis. Voilà que Trulli menait une course. Villeneuve s'amène à la ligne des puits. Oui, Villeneuve s'est retrouvé premier lors de la séquence de ravitaillement. Malheureusement, on ne les a pas vus se bagarrer en piste. Et Villeneuve, donc, lors des ravitaillements, s'est retrouvé premier. Oh, petits ennuis? Ah, petits ennuis. Il faut dire que c'était pour Jarno Trulli, ouais. Évidemment, une victoire morale, comme a dit Alain Prost, mais quelle déception. Le moteur Mugen Honda qui a rendu l'âme. Le fameux drapeau jaune de Michael Schumacher, qu'il n'a pas vu. Qu'il n'a pas vu. Alors, dépassement des pentes Frenzen, Schumacher qui lui fait l'intérieur en montant dans ce virage sous les drapeaux jaunes. Et là,
bravo à la FIA parce qu'on a appliqué un petit peu la méthode NASCAR. C'est-à-dire, on lui a fait payer tout de suite son infraction. Et des drapeaux jaunes, Schumacher a dit qu'il devrait en avoir des deux côtés, c'était pas correct. Mais il y en avait des deux côtés, Michael. Il n'y a vraiment rien vu ou il n'a pas voulu voir, on ne sait pas. Alors donc, pénalité, arrêt au puits de 10 secondes. Et regardez, il était vraiment là, le drapeau. De l'autre côté de la piste, où Schumacher disait qu'il n'y en avait pas. Donc, pénalité 10 secondes. Schumacher qui est passé de 2e à 6e. Et Jacques Villeneuve qui en profite pour remporter une victoire extrêmement importante. Il n'y avait plus qu'un point d'écart en quittant l'Autriche avec 3 Grands Prix à disputer. Au circuit du Nürburgring, Grand Prix d'appellation du Luxembourg. Maintenant, évidemment, le Nürburgring, ce n'est plus le légendaire circuit de l'époque, mais quand même. À surveiller donc au départ, Fisichella et Schumacher que l'on aperçoit en médaillon. Et David Coulthard qui va réussir un autre de ses départs canon, qui sème aussi un petit peu de trouble dans le peloton, tellement il part rapidement et ça gêne les autres pilotes. Alors, c'est un accrochage au premier virage. Regardez Ralf Schumacher, qu'on va accuser à tort, d'après moi, d'aller heurter son frère Michael. Regardez à ce moment-ci, les deux Jordan sont côte à côte. Michael est derrière les deux Jordan, c'est Fisichella et Ralf. Regardez Fisichella qui tente d'aller dépasser Ralf et il monte. Il a vraiment regardé 2 pneus complètement à l'extérieur de l'asphalte, vraiment dans le gazon. Et c'est lui qui va aller s'appuyer sur Ralf, qui lui va aller heurter Michael, mettant ici fin à la course de Schumacher. Ça, c'est un facteur malchance. Abandon donc en raison d'un accrochage pour Schumacher. Ça égalise un peu les chances versus Villeneuve qui s'était fait sortir par Irvine en Australie. Et de toute façon, il y a eu quand même une discussion très franche entre les deux frères pour nettoyer et faire retomber la poussière. Schumacher abandonnait. Évidemment, c'était encore une fois une grande porte qui s'ouvrait pour Jacques Villeneuve, Bertrand. Oui, qui se retrouve 3e en piste derrière René McLaren. Qu'est-ce qui va se passer? Abandon. David Coulthard, moteur sauté alors qu'il était 2e. Et par la suite, un tour plus tard, Mika Häkkinen qui allait gagner l'épreuve peut-être. Häkkinen qui doit abandonner encore une fois avec cette explosion du moteur. Prenez note que c'eût été une autre victoire, McLaren peut-être, mais Jacques Villeneuve en profitait pour porter son avance à 77 contre 68. Grand Prix de Formule 1 du Japon maintenant, un Grand Prix dont on va se souvenir longtemps. Avant même la séance d'essai officielle, Jacques Villeneuve était dans l'eau chaude, c'est le moins qu'on puisse dire, Bertrand. Oui, on est aux essais libres du samedi matin. Une voiture immobilisée sur le bas-côté. Regardez Mika Häkkinen qui ralentit, il lève le bras pour signifier aux pilotes qui le suivent qu'il baisse le rythme. Il y a effectivement un drapeau jaune agité du côté droit de la piste. On l'a très bien vu. Et pourquoi ce drapeau? Bien donc une voiture immobilisée. C'était l'intérêt de Jos Verstappen. Alors Häkkinen, lui, qui fait ce qu'il doit. D'après le règlement, drapeau jaune agité, il faut absolument ralentir. Et il y a aussi interdiction de dépasser. Écoutez la voiture de Villeneuve. Pas beaucoup de ralentissement, hein? Pas beaucoup de ralentissement. Il est passé à pleine vitesse. Il a dit, oui, je l'ai vu. J'ai décidé de ne pas ralentir parce que la situation ne le commandait pas. Sauf que, écoutez encore, elle a vraiment monté les rapports. Sauf que le règlement est précis. Il faut ralentir. C'est pas une question de jugement de la part des pilotes. Et avec les infractions que Villeneuve avait commises, regardez, il signe son meilleur temps. Alors, avec les infractions qu'il avait déjà commises en Belgique, à Saint-Marin et en Italie, il était disqualifié. Il a fait appel, a pu prendre le départ. Exactement. Et il a pris le départ donc en pole position devant Michael Schumacher. Oui, rapidement, je pense qu'on a pu voir son petit jeu. Villeneuve, donc, il voulait absolument ralentir le ton. Pourquoi? Pour que Schumacher ne marque pas beaucoup de points, le moins de points possible. Sauf qu'il y a une petite stratégie d'écurie, on a très bien vu. Regardez Irvine qui dépasse Schumacher et Häkkinen d'un seul coup pour aller se retrouver directement derrière Villeneuve. Il sait que Villeneuve ne prendra pas de chance. Regardez ce dépassement par l'extérieur. Irvine, premier, mène son Grand Prix, alors que Villeneuve lui tente toujours de ralentir tout le monde. Sauf que lors de la séquence des arrêts, Schumacher s'est retrouvé 2e. Irvine le laisse passer. Merci beaucoup. Ah, il a finalement levé le pied pour à peu près 20 secondes sur un tour, Bertrand. Et tout juste pour retrouver 2e et à son tour ralentir Villeneuve et faire son travail de coéquipier. Absolument. Là, on avait vraiment vu la stratégie entre coéquipiers, comme l'a dit Bertrand en début de reportage, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en Formule 1. Michael Schumacher remportait donc une victoire extrêmement importante. C'était 78-77 en faveur de Schumacher sur Jacques Villeneuve.
qui reste donc à 77 points puisque Williams retire son appel quelques jours plus tard et Villeneuve est officiellement disqualifié du Grand Prix du Japon. Alors, c'est une mise en scène absolument incroyable. À ce dernier Grand Prix de la saison, celui d'Europe à Jerez, en Espagne, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux. Et évidemment, on se fait bon joueur, on se fait bon sportif avant le lancement de l'épreuve. Il y a même, bien qu'il y ait quelques petites pointes qui sont lancées entre les deux lors de la conférence de presse d'avant-course. Et déjà un coup de théâtre absolument imprévisible, Bertrand, en qualif. Regardez le temps de Villeneuve, regardez maintenant le temps de Michael Schumacher. Identique, déjà absolument incroyable. Et Frentzen qui va en rajouter le même temps du jamais vu en Formule 1. Trois pilotes avec exactement le même chrono. Et là-bas, tout le monde retient son souffle. C'est le départ de ce Grand Prix ultime de la saison. Est-ce qu'on va jouer du coude comme Senna Prost à 2 reprises alors qu'on avait décidé de l'issue du championnat en s'accrochant? On a vu Jacques se rabattre sur Schumacher, voyant qu'il avait réussi un meilleur départ que lui, mais par la suite s'est ravisé et a même laissé passer Frentzen à ce premier virage. Question stratégique, question de prudence également. Et on se retrouve 1, 2, et c'est le grand moment. Villeneuve avait tout pensé, tout prévu. Il attaque Schumacher et le surprend. C'est l'accrochage. Schumacher se retrouve dans le bac à gravier. C'est terminé pour lui alors que Villeneuve peut continuer. Et ça, Villeneuve l'a dit après, je le savais que c'était à ce moment-là qu'il fallait que j'aille chercher Schumacher. Pourquoi? Parce que tout de suite après un arrêt, mes pneus étaient très performants. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait y aller. Regardez Schumacher qui doit sortir de sa voiture. C'est terminé pour lui. Le grand dépassement de la saison et de quelques années aussi. Schumacher, on va vous remontrer la reprise à bord de sa voiture. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir les coups de volant qu'il donne. C'est délibérer son geste, quoi qu'il ait dit par la suite. Alors, regardez les repères. Schumacher qui ne s'attend vraiment pas à ce que Villeneuve aille le chercher à ce moment-là. C'est très tard. C'est vraiment l'effet de surprise dont a joué Villeneuve pour aller chercher Schumacher. Contact, sa voiture n'a pas trop souffert. Heureusement, Villeneuve a pu continuer. Et là, voici cette reprise. Regardez Schumacher qui donne vraiment un coup de volant délibéré pour aller frapper Villeneuve. Dans un premier coup, il tourne à gauche pour éviter l'accident, puis gros coup de volant à droite pour aller taper Villeneuve. Sa voiture est quand même légèrement abîmée, il use ses pneus. Et bon prince sur le dernier tour, parce que surtout, comme il a dit, ces deux-là ne se sont pas mêlés de la course au championnat lors du dernier Grand Prix. Ils ont donc été bons joueurs eux aussi, parce qu'ils avaient de meilleures voitures, peut-être à long terme. À Jerez, il a laissé passer les deux McLaren. Et c'était donc une première victoire en carrière pour Mika Häkkinen. Häkkinen et Coulthard se retrouvent sur le podium, donc, aux côtés de Jacques Villeneuve. Et ça, c'est une vraie victoire cette fois pour McLaren, qui, en raison de ce palmarès éloquent, Bertrand, et parce qu'ils sont passés si près, deviennent peut-être l'étoile montante en F1, une équipe vraiment à surveiller pour 1998, même si c'est la grande inconnue avec les nouveaux règlements. Et ça se terminait 81-78 en faveur de Jacques Villeneuve, Bertrand. Schumacher qui éventuellement perdra tous ses points, sa deuxième place surtout au championnat à cause de son geste envers Villeneuve et surtout beaucoup de son aura auprès du public et des autres pilotes. Donc le deuxième rang ira donc officiellement à Heinz Harald Frentzen, qui a quand même terminé à 42 points et qui a marqué des points dans les 6 derniers Grands Prix de la saison. Alors, il nous reste à peu près une minute, Bertrand. Est-ce que j'en conclus donc que McLaren, toi aussi, est une de tes mentions honorables pour l'année 97? McLaren qui a retrouvé un peu de sa gloire d'antan, ça devrait être encore mieux en 98. Jordan a mentionné aussi s'approche du groupe des grandes écuries. On est à ça d'une première victoire enfin. Et deux beaux nouveaux talents, Pierre, n'est-ce pas, en Fisichella qui aurait dû gagner en Allemagne et Trulli aussi qui s'est très bien montré en Autriche. Alors, deux beaux espoirs. Enfin, on sent un renouvellement de la Formule 1 là, avec le départ aussi de Berger et Katayama. Et est-ce qu'on peut ajouter, Bertrand, une très belle entrée en matière pour Alain Prost comme chef d'écurie et une entrée en matière quand même dont il faut parler pour Jackie Stewart qui, rappelons-le, a quand même vu un de ses pilotes sur le podium au Grand Prix de Monaco, alors il fallait le faire. Bertrand, merci beaucoup. Ça a été fort agréable que de revivre ensemble ces grands moments de la saison 1997. Voilà, c'est tout, chers amis. Ici Pierre Houde, au nom de Bertrand Houle et de toute l'équipe de production. Nous vous disons au revoir. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, encore une fois, bonne année 1998.